Bonsoir à tous, bienvenue dans 90 minutes au Bénin et cette question, que faire pour une campagne électorale suffisamment apaisée? Le processus électoral présidentiel suit son cours au Bénin. Dans un mois, la campagne électorale, de nombreuses voix s'élèvent pour inviter l'ensemble des acteurs à des élections apaisées, des moments de fête. Passé le tamis de la visite médicale, les duos définitivement retenus sont connus et des sessions sont annoncées pour des investitures en grande pompe. Chaque duo affûte ses armes, prépare son équipe, ses militants et les électeurs aussi, qui sont appelés à aller aux urnes. Des acteurs s'investissent d'ailleurs pour un fort taux de participation. Que faire donc pour que tout ceci concourt à des moments festifs, comme c'est bien souvent le cas sous nos cieux? Question à mes débatteurs de ce soir, en plateau avec moi. Bienvenue à Boissagan, bonsoir. Bonsoir, amis téléspectateurs. Et Alphonse Moïse Soudé, à MS, bonsoir. Bonsoir à vous, Eman, bonsoir à toutes et à tous. Présidentielle donc au Bénin, présidentielle également au Niger. Les résultats du second tour sont connus. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrive en tête du second tour de la présidentielle nigérienne avec plus de 55% des voix. Un résultat que rejette déjà son adversaire et opposant, Mahaman Ousmane, dont le camp crie hold-up électoral. Décryptage et leçons de l'entre-deux tours avec Emel Guérin, le consultant communication et gestion de CREI sera l'invité du Grand Oral dans 1 heure. Et quand on tourne au volet politique, il y a la série d'interdictions, plus de chicha dans les lieux publics. La nouvelle réjouit plus d'un, non sans faire des mécontents. Et voici que des sorties pédagogiques sont aussi interdites jusqu'à nouvel ordre. Nous verrons bien quel peut être le bien fondé de telles mesures. Ainsi s'annonce le direct de ce soir. Et pour vous installer, voici la une du jour. Le quotidien du service public La Nation pour démarrer, top des destinations éthiques post-pandémiques. Le Bénin distingué et puis processus présidentiel 2021, point du processus électoral, appel au dialogue et à la préservation de la paix. Le matinal, meilleure destination éthique post-pandémique 2021. Le Bénin dans le top 10 mondial, le leadership de talent, une fois de plus reconnu présidentiel du 11 avril. Le duo Talon-Talata investi le 6 mars prochain. La presse du jour, meilleure destination éthique post-pandémique 2021, le Bénin, en pôle position. Et puis fin de la table ronde des médias du Bénin. Voici les recommandations formulées pour le bien-être de notre corporation, la presse en général. Nord-Sud quotidien, finances publiques, les comptables des matières outillées. Et puis face aux mots des médias béninois, les approches de solutions pour un nouveau et véritable souffle. L'autre vision, élection présidentielle au Bénin, la Cour constitutionnelle valide les 3 duos de la Sénat. Rigounité attaque et dénonce un complot investiture du duo candidat Djemba Humpé. La cérémonie est annoncée pour le 25 février prochain. Le challenge à présent, démarrage imminent de la campagne présidentielle au Bénin. Qui, du BR ou de l'UP, sera le directeur de campagne du duo Talon-Talata? Et puis après la validation de leur candidature à la présidentielle, le duo FCBE Djemba Humpé investit demain. Fraternité donc pour finir, fraternité rapidement, le quotidien Maison. Claire Rougan-Ayemona au sujet des raisons qui poussent à l'abandon des enfants. Il y a la sexualité mal gérée et la pauvreté. La présidente de la Fondation Regard d'Amour confesse que l'orphelinat ne peut pas se substituer à la famille. Mais 3 points d'interrogation, c'est à découvrir dans les colonnes de Fraternité puis Perspective pour le développement de la presse au Bénin. Les recommandations et résolutions de la table ronde des médias. C'est donc parti pour le duel. Je retrouve mes 2 débatteurs du jour. Bienvenue. Et puis Alphonse Moïse Soudé. Rapidement, un mot au sujet des recommandations issues de cette table ronde, la table ronde du CNPA, la table ronde, en gros, des acteurs des médias. Oui, Alphonse Moïse Soudé. Non, c'est heureux que l'on ait décidé de se pencher sur le sort de la presse. Je crains que cela ne soit un petit grand papier, que l'on ne se contente uniquement des résolutions sans pouvoir les mettre en pratique. Une chose est de faire des recommandations, une chose est de mettre sur pied un comité de suivi. Parce que si les patrons de presse, si
les promoteurs d'organes ne sont pas sensibilisés sur les recommandations, certaines rédactions s'en foutraient pas mal. Ils vont dire, ça c'est eux qui se sont retrouvés là-bas pour faire les recommandations. Nous, ça ne nous implique pas. Il faut qu'il y ait des moyens de coercition pour amener les promoteurs d'organes à respecter ces recommandations et que ce qui revient à l'État, que l'on puisse adresser un mémorandum à l'État pour aussi amener l'État à jouer sa partition pour que désormais notre presse puisse mieux se porter. Il a parlé de coercition, il a parlé de ce qui revient à l'État, un mémorandum. C'est vrai qu'il a été mis en place, il a été mis sur pied un comité de suivi des recommandations. Pour vous, est-ce que c'est un peu comme il le pense, un tigre qui va feuler en carton? En tout cas, ce que je sais, il y avait des textes de loi qui sont restés en désuétude, il faudrait préciser. Aujourd'hui, maintenant, on fait des recommandations. Moi, j'ai toujours dit quelle est la force de cette recommandation-là, quelle est la force des dispositions qui existaient. S'il y avait des dispositions qui venaient même de ces patrons, on parle de la convention collective qui n'est jamais respectée. C'est-à-dire dans tous les organes. C'est-à-dire que ceux qui veulent même respecter, c'est un respect à minima. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et donc, si on effectue aujourd'hui des recommandations et on n'avait pas appliqué les textes de loi, quel est un peu, je dirais, quelles sont en conséquence les retombées de cette recommandation? Ce que moi je suis en train de dire, le tout émane de la volonté de chacun. Moi je dis une chose, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir donc, c'est-à-dire gérer un organe de presse, vaut mieux ranger tout au placard et rester. Non, je le dis en toute sincérité. Et parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses et chez certains patrons. Quand vous entendez, le patron, c'est une remarque générale, le patron, lui, il est véhiculé, pendant que même son collaborateur, lui, il n'a même pas de moto à sa portée. Et lorsqu'il va, c'est là où j'étais étonné, lorsqu'il va sur un reportage, il revient, le patron l'appelle et demande et paye-moi 2000 francs de crédit dans le PDM qu'il a pris. C'est la réalité qui mais la recommandation demande qu'on supprime les PDM. C'est là où ça m'a fait un peu rire. J'ai dit mais attention, mais ceux-là en réalité ils sont en contradiction avec eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup, il faut pas le nier. Quand tu vas en reportage et tu reviens, on te demande de payer quelque chose dans le PDM qu'on t'a donné les 5000 francs et parfois les 10 000 francs que tu arrives à trouver. Donc vous voyez un peu, et c'est eux qui décident aujourd'hui de supprimer le PDM. Et je suis en train de voir comment les choses vont se passer réellement. C'est pour ça, moi, je reste tout de suite pour voir ce que ça pourrait donner. Oui, dans les colonnes de fraternité, on voit bien des résolutions, des recommandations à l'endroit de la Hague, à l'endroit même des acteurs eux-mêmes, des acteurs des médias, à l'endroit également du gouvernement. Alors, vous avez pris connaissance lesquelles recommandations vous ont particulièrement intéressé? Non, bon. Vous savez, on a parlé des organes de presse suspendus. Oui, tout à fait. Notamment... On dit aider à la levée des décisions de suspension des médias, la Nouvelle Tribune, Soleil FM et Sika TV. Je ne peux que plaider pour ça. En tant qu'ancien employé de Soleil FM, je ne peux que plaider parce que fermer un organe de presse, vous mettez des gens en chômage. Et il faut que l'État arrive quand même à faire le nettoyage. Parce que quelqu'un qui trouve un ou deux, quelques petits millions, parce qu'il peut créer un organe de presse et qui peut faire sa loi, c'est lui qui va négocier les contrats. Ces employeurs ne savent pas, mais quand vous voulez écrire des papiers, on vous donne des angles de traitement. Donc il faut qu'on arrive à quand même restaurer cette profession-là. Moi je dis, chaque acteur doit pouvoir jouer sa partition, que ce soit le gouvernement, que ce soit la HAC, que ce soit les promoteurs d'organes, que ce soit les journalistes eux-mêmes. Parce que ne pas pouvoir, parce que moi je dis, au-delà des recommandations, il y a un préalable. Tous les promoteurs doivent respecter la convention collective. Je ne suis pas d'accord que des confrères continuent de gagner 25 000, 30 000 francs dans des organes de presse, alors que quand vous pouvez le jouer parfois, le gars là, il a pondu 2 ou 3 papiers lui seul. Tout à fait. Et qu'il, à la fin du mois, qu'on lui donne 25 000. De toute façon, 25 000, c'est déplacement ou bien c'est salaire. On aura le temps de revenir sur chacune des recommandations, sans doute, des résolutions faites à l'issue de cette table ronde. C'est vrai que
Le rédacteur me dit déjà qu'il faut qu'on aille vers le premier thème, campagne électorale. C'est vrai que les médias également concourent à une campagne électorale apaisée, sans doute, non? Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, même le plus grand rôle, ça nous revient. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quand les réseaux sociaux sont venus galvauder la chose, sinon en réalité, pour que nous puissions avoir une information d'une autorité ou bien d'un candidat, pour que le peuple puisse en savoir quelque chose, il faudrait nécessairement que ce soit nous, journalistes, qui relayons cela. Et donc, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont venus pratiquement détruire les choses et que je vous parle à titre expérimental. Le mardi passé, je vais le dire, lorsque nous étions à une conférence de presse, il y a des gens qui ne sont même pas journalistes. Et on demandait à ce qu'on nous cède un peu de place pour qu'on puisse s'asseoir. Ils disent que mais eux, ils sont plus que journalistes que nous, puisque tout de suite, ce qui s'effectue ici sera balancé sur les réseaux sociaux systématiquement. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que les informations qui circulent, il n'y a pas un bon traitement de l'information. Lorsque le journaliste traite son information, c'est-à-dire qu'il y a déjà les autres qui ont déjà pourri l'environnement informationnel, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et donc, voilà les conséquences. Et donc, pour qu'il y ait réellement l'appel, le rôle nous revient d'appeler dans nos analyses, dans nos traitements, de pouvoir donc savoir faire preuve d'assez de neutralité, de pouvoir donc montrer les erreurs de l'autre, son insuffisance et aussi apprécier ce qui est bon. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand on se met dans cette logique-là, ça équilibre les choses et ça participe à la paix. Oui. Alors donc, que faut-il faire alors? Nous sommes à un mois du démarrage de la campagne électorale. D'ici un mois, est-ce que vous voyez un peu sous quels auspices se présente ce mois-là? Oui, le premier élément que j'estime le plus important, c'est le discours. Votre discours détermine le comportement de votre vis-à-vis. Le discours de la mouvance va déterminer le comportement de l'opposition et le discours de l'opposition va déterminer le comportement de la mouvance. Donc il faudrait d'abord que les hommes politiques révisent leur discours parce que c'est très important. Nous avons besoin de discours fédérateurs. Nous avons besoin de discours réconciliateurs. On n'a plus besoin de discours va-t-en-guerre. On peut faire des reproches, on peut faire des remarques en choisissant les mots. Et là, nous sommes carrément dans la lexicologie. Et il y a quand même un lexique politique. Nous sommes dans la période disons, il y a une communication de crise. Actuellement, il y a une crise au niveau de la politique. Donc, il faut qu'au niveau des partis politiques, au niveau des candidats, que l'on développe une communication apaisée. Parce que quand vous passez tout votre temps à attaquer celui qui est en face de vous, à le traiter de tous les noms d'oiseaux, ne lui demandez pas de se taire et de vous regarder. Il doit réagir. Donc, je dis, le discours professé détermine le comportement de votre interlocuteur. Donc, c'est d'abord le discours. Le discours. Oui. Le discours, il y a les actes sur le terrain. C'est-à-dire que la campagne électorale est régie par des principes clairs. Il faut faire ce que les textes interdisent. Achat de conscience, distribution de vivres, parce que c'est ça qui pose problème. Parfois, les vivres que vous envoyez dans les coins reculés entraînent la bagarre entre des partisans. Donc, il faudrait que chacun se dise, pour qu'il y ait élection apaisée, j'ai un rôle à jouer. Mais le plus grand rôle, Bienvenue l'a rappelé, c'est au niveau des hommes de médias. Vous savez très bien que la presse peut faire et défaire un candidat à l'élection présidentielle. Donc, il va falloir que les hommes de presse puissent aussi, dans leur publication, être doux, être apaisés. Être professionnel aussi. Être professionnel. L'information. C'est-à-dire qu'il faut que la HAC ait un regard. Et c'est ce que la HAC fait déjà d'ailleurs, je crois, en réglementant, en régentant. L'année passée, pour l'élection communale, la RAC avait déployé des gens au niveau des différents organes de presse. Tout à fait. Et des gens il y en a pas de qui en faisaient partie d'ailleurs. Des candidats. Et donc, quand vous amenez le discours et que le discours n'est pas en adéquation avec la paix, nécessairement, on vous dit d'enlever ce mot-là ou bien d'enlever cette phrase-là de ce test-là. Vous voyez un peu, c'est ce que je dis. Il faudrait aussi qu'au niveau des candidats, qu'il y ait des gens qui sont dans le domaine de la communication politique. Tout à fait. Et parce que ce n'est pas
en agressant verbalement l'autre qu'on devient meilleur plus que lui. Ce n'est pas en vilipendant l'autre qu'on arrive à avoir le dessus. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies politiques en matière de communication politique, permettez-moi de le dire, et il y a des mots qu'on peut utiliser et qui donneront plus d'effet, qui auront plus de poids que ce que vous auriez ordinairement utilisé, et ça va créer assez de dégâts. Et donc, nécessairement, c'est un travail personnel. Mais c'est-à-dire qu'il doit avoir au sein des différents candidats la vertu de la paix, en réalité. Si vous aussi, vous ne voulez pas, c'est-à-dire cultiver cette vertu-là, ou bien vous n'avez pas l'arsenal nécessaire en la matière, ça vous manquera lorsque vous serez en train de vouloir donc mener ce discours-là. Donc, il faudrait nécessairement, c'est vrai, au niveau des médias, la plus grande chose, ou bien le plus grand rôle, c'est à notre niveau. Parce que si nous ne passons pas un élément qui ne crée pas d'ennui ou bien qui ne surrécite pas la population sur le pan de la violence, et donc ça n'aura pas d'effet. Et tout à l'heure, quand Moïse parlait des vivres, nous savons que traditionnellement c'était des guéguerres qui venaient, et donc ça ne créait pas assez de tollé, ou bien ça ne créait pas assez d'incidences. C'est vrai que les incidences là, on ne peut pas les minimiser, mais je dis, ce qui crée réellement le problème, c'est ce que la presse relaie. Parce que nous avons vu, nous nous retrouvons dans la cellule de communication de ce parti politique-là, que pour pouvoir donc utiliser les thèmes, qu'il faut laisser les choses de manière très simple comme ça, sans pouvoir travailler cela, sans pouvoir filtrer. Il faut savoir choisir les mots quand on est sur ce terrain-là. Mais justement, quand vous en parlez, c'est comme si vous peignez un peu le monde en rose. Aujourd'hui, tout le monde est expert en tout. Et même la communication, l'acteur politique pense qu'il est propriétaire de sa propre communication aussi. Donc, vous savez, c'est en réalité, moi je dis, parfois les gens se font passer comme analystes politiques, les gens se font passer alors qu'ils n'ont jamais étudié la communication politique. Pour se faire passer comme analyste politique, il faut avoir étudié la communication politique, il faut avoir étudié l'analyse du discours politique, il faut avoir étudié le marketing politique. Quand vous n'étudiez pas ça là, et que après avoir fait 5 ans, 10 ans dans la presse, vous estimez que vous avez des capacités de spin doctor, vous avez des capacités de conseiller en communication, vous fourvoyez, vous vous fourvoyez. Et c'est ceux-là, vous voyez, les grands candidats font appel à des cabinets de coaching. Parce qu'il faut vous coacher. Il y a ce qu'on appelle le media training. Donc, on va vous donner les armes qu'il faut, quel comportement avoir devant les médias. Parce que vos faits et gestes, le moindre geste est analysé. Quand vous suivez dans les pays de grande démocratie, le petit doigt bâton que vous faites, c'est-à-dire que c'est le doigt qui menace l'autre, on peut interpréter ça autrement. Donc, je voudrais que les candidats s'entourent de ceux qui ont étudié la communication politique. Parce que c'est dangereux. Quand vous écrivez un discours politique et que vous remettez ça à votre conseiller en communication qui ne sait pas biffer les mots et qui laisse les mots comme ça parce que lui-même, en lui, il y a des germes de guerre, il n'aime pas la paix, forcément, il va laisser passer le discours. Mais le spécialiste dira, monsieur le candidat, ça c'est pas bon. Les mots sont polysémiques. Donc, il faut peser les mots. Je dis, là, c'est d'abord une question d'éducation. Vous avez beau avoir un coach, vous avez beau avoir un spécialiste de discours politique, si vous-même, dans votre âme intérieure, vous ne cultivez pas la maîtrise de soi. Tout à fait. Juste un petit journaliste qui va sortir une question et vous êtes hors de vous-même et vous allez tenir des propos orduriers. Donc il faudrait que En fait, c'est un travail d'équipe. Il faut que l'équipe soit bien constituée, que chacun joue pleinement sa partition. Il y a des communicateurs, des journalistes, des sociologues, des psychologues. Mais c'est pas sur quoi on assiste. En fait, chez Bénin, comme je l'ai dit, tout à l'heure vous avez donné l'exemple de ces spécialistes en scoop, on balance tout en même temps et on dit qu'on est plus journaliste que vous. Et donc, on s'entoure de ces éléments-là. On pense que bon, on a déjà la communication, mais puis on évolue. C'est ce qui se passe malheureusement. C'est ce qui se passe malheureusement. Il faut le dire. Aujourd'hui, demandez à aller fouiller au niveau des différents candidats. Je ne connais pas, en tout cas pour tout le monde, mais vous allez remarquer que la plupart des personnes qui travaillent autour de ces candidats ne sont pas des gens spécialisés dans tel ou tel domaine. Il faut le dire en toute sincérité. Moi, je connais certaines personnes au Bénin qui sont dans la stratégie en matière de géopolitique et qui travaillent avec certains. Je les ai vus à l'œuvre parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'aller là-bas et nous avons, c'est là où j'ai appris quelques éléments en matière de communication politique pour savoir comment il faudrait tenir les choses. Et donc, mais au niveau de nos candidats,
Je ne sais pas. C'est peut-être qu'ils ne sont pas informés ou bien on a pris le temps d'être dans l'amateurisme politique. Or, aujourd'hui, je le dis, il faut faire beaucoup attention. L'environnement politique dans lequel nous sommes aujourd'hui impose systématiquement cela. Il faut du professionnalisme en matière électorale. Ouais. Il faut le préciser. Aujourd'hui, si vous voulez être candidat, il faut vous entourer. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Vous savez, ce qu'on appelle stratégie politique simplement. Quand l'autre, vous êtes en adversité, en tout cas je dis adversité, ce n'est pas en termes de guerre, en réalité avec l'autre, comment il faut déstabiliser l'autre? C'est des stratégies politiques. Et aujourd'hui, nous voyons que cela se passe sur notre terroir et certaines personnes s'en étonnent, s'en offusquent et disent qu'il y a recul démocratique. Non, ce n'est pas recul démocratique, c'est la mise en œuvre. C'est les stratégies politiques qui sont peut-être pas bien cernées aussi. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas cerné qu'il s'agit de la stratégie politique et donc c'est des choses à apprendre nécessairement. Alors donc, oui, les actes, le discours, toute la communication, les médias aussi, et donc il y a un autre aspect qu'il faut ajouter là. Oui, parce qu'il ne faut pas surfer sur le niveau élevé d'analphabétisme de nos populations. Voilà, on surfe là-dessus, on se dit qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Quand vous venez de la cité et que vous allez au village, c'est vous, le cadre. C'est clair. Akowe, c'est ce que vous dites. Et c'est Akowe qui est rentré. Qui est considéré comme parole d'évangile. Ce que l'autre appelle un faux. Ici c'est Akowe. Donc je dis, il faut que chacun à son niveau, que ce soit dans le cercle familial, parce que le cercle familial, c'est un micro-État. Il faut une question d'éducation. On n'a pas besoin d'insulter l'autre pour manifester son mécontentement. On peut manifester son mécontentement dans la douceur. Donc je voudrais qu'au niveau des partis politiques, parce qu'on a dit, nul ne peut faire campagne s'il n'est candidat ou membre d'un parti politique. Qu'on respecte déjà les tests. Donc qu'on respecte les tests qui régissent le processus électoral. Je veux parler de la Constitution, je veux parler du code électoral, je veux pour les journalistes de respecter la déontologie, de faire preuve de professionnalisme. Que personne, parce que vous avez reçu du numéraire, vous oblige à faire des choses parce que demain, quand vous allez comparaître devant les juridictions, il n'y aura personne pour vous défendre. C'est que chacun sache que l'acte qu'il pose, il peut en être responsable demain. Il peut être interpellé à tout moment. Que ce soit dans les propos, dans les comportements, la justice veille au grain. Donc si demain, après la campagne électorale, on vous interpelle pour mauvais comportement, vous serez les seuls à répondre. Donc je voudrais que les Béninois se disent, nous n'avons qu'une seule nation. Nous n'allons pas détruire le pays à cause d'une seule élection présidentielle. Donc, le Bénin nous appartient à tous. Il y a des générations qui suivent aujourd'hui, qui ont envie de faire la politique. Il faut qu'on leur montre que la politique, c'est la bonne ambiance, c'est l'harmonie, c'est la joie. C'est aussi une certaine éthique, quoi. Oui, rapidement, un mot pour conclure sur le sujet. Je voudrais dire et rappeler juste que les politiciens se retrouvent toujours. Il faut le dire. Et tel qu'on a l'habitude de le dire, c'est les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les hommes se rencontrent. C'est clair. Et j'ai toujours un exemple à côté. Le cas de la Côte d'Ivoire, après qu'il y ait eu mort, aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont en train de tenter d'aller à la réconciliation. Or, ceux qui sont morts aujourd'hui, laissant peut-être leur progéniture dans la galère, permettez-moi de le dire, ou bien dans la pauvreté et s'éclate, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Vous voyez un peu, donc il faudrait qu'on réfléchisse. C'est vrai que le peuple, pour agir sur un peuple, il faut agir sur son esprit. C'est ce que Moïse est en train de faire comprendre tout à l'heure. On vous a compris. Il faudrait faire beaucoup attention pour ça. Il y a un homme politique ivoirien qui dit également que c'est quand ça ne va pas entre eux, acteurs politiques, qu'il faut appeler à la population de venir. Mais tant que ça va, la population n'est pas informée. Alors très rapidement, on va vers la chicha. Ça a des noms bizarres, la chicha, l'interdiction, ça concerne désormais l'Atlantique aussi. Vous savez, moi, j'appelle ça écrit. Il ne faut pas se contenter des écrits. Je dis, la police républicaine doit descendre dans les marchés, supermarchés, les supérettes. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas fumer ça dans les lieux publics. Mais les jeunes vont changer de camp, c'est-à-dire désormais, ça serait dans les maisons. Parce que si on lutte contre la chicha, c'est pour des raisons de santé. C'est pour préserver la santé de ces jeunes-là. Donc il faudrait que, du point de vue commercial, qu'on mène aussi la lutte. Parce que moi, je suis passé dans des supermarchés, dans des supérettes, et j'ai vu que le matériel était encore disponible. Et les gens le vendent tranquillement. Vous allez voir les jeunes qui viennent s'en procurer, ils rentrent chez eux, ils disent, bon, on ne peut pas fumer sur la place publique, mais chez nous, on peut fumer. Donc, si tant est que nous voulons lutter pour la préservation de la santé, il faut descendre sur le terrain. Parce que, moi, j'ai juste remarqué que chez nous, au Bénin, les gens changent de comportement après une répression.
quand vous vous contentez des communiqués, vous vous contentez des discours, les gens disent bon, c'est le chien qui aboie qui ne mord pas. Ouais. Mais dès que vous avez frappé une fois, 2 fois, 3 fois, quand le chien a mordu une fois, on craint ce chien-là. Quand on vient, on ne touche plus ses oreilles parce qu'on dit ce chien peut me mordre à tout moment. Oui, prévention, répression, il faut le dire. Vous savez, la consommation de chicha, beaucoup ne comprennent pas encore, beaucoup de jeunes ne comprennent pas encore que ce produit-là est toxique. Il faut préciser cela. Et les spécialistes, moi je ne sais pas, parce que c'est un produit qui m'a toujours énervé, je le dis en toute franchise. Et quand je vois les gens, parce que moi je vois que ça dégage de la fumée. Et allègrement, avec aisance, et les gens prennent même ça gaiement. Voilà. On veut montrer qu'on s'est fait comme le blanc. Voilà, qu'on s'est fait comme le blanc. Moi, c'est-à-dire, j'apprécie aujourd'hui qu'on arrive donc à l'interdiction de la consommation dans les lieux publics. Mais là, c'est le verre, c'est-à-dire que c'est voir le verre à moitié vide. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut nécessairement qu'on interdise. Ce n'est pas de dire dans les lieux publics, non. Il faut nécessairement retourner au Parlement s'il y a lieu. Voter, prendre une loi pour interdire la consommation ça passe d'abord par l'importation, un peu comme il a dit, des kits de la chicha. Pour les importations, malgré qu'on ferme les frontières, vous savez que nous sommes, c'est-à-dire dans une porosité de frontières. À partir de ce moment-là, on trouve les voies et moyens par le biais des firearms, vous voyez un peu, de contrebande pour faire entrer ces produits-là sur le territoire. Mais il faudrait, à partir au niveau des frontières aujourd'hui, commencer par arrêter et maintenant traquer ceux qui vont s'entêter. Si on te voit avec, c'est-à-dire qu'on connaît la peine. Donc, pour que nécessairement que cela ait lieu, il faut un test de loi, parce qu'on ne peut pas sanctionner cela. Je crois savoir que c'est le même préfet qui est au littoral. Oui, c'est ça, c'est lui qui est de la Atlantique. Ce qui m'étonne, on laisse le littoral. Parce que Cotonou, qu'on le veuille ou non, c'est la métropole. C'est là que nous avons pratiquement tous les mauvais comportements. Vous allez, vous quittez les studios de Canal 3, faites un tour au stade de l'Amitié, vous allez voir, les gens filment ça là. Mais qu'est-ce que Cotonou attend pour prendre la même décision à Cotonou? Moi, je dis, la commercialisation, il faut frapper fort. Il faut descendre. Moi, quand cette affaire est arrivée au Bénin, j'ai vu je ne vais pas citer la nationalité, les gens filmaient, je suis allé une fois, je me suis rapproché du monsieur pour dire que j'ai envie de filmer cette affaire-là. Il me dit que c'est 3500. Il dit, bon, vous avez filmé ça une fois? J'ai dit non, il dit, vous voulez mon conseil? C'est pas parce que moi je fume que vous allez fumer. C'est pas bon, ne fumez pas. Parce que si vous commencez, il vous sera difficile d'arrêter. Ouais. Ça doit faire 5 ans, 6 ans, 7 ans comme ça. Et je ne comprends pas la suite. Parce que les arômes utilisés, c'est un mélange terrible. Et puis personne ne maîtrise ce qu'on y met. Donc je voudrais qu'au niveau de littoral, qu'on fasse la même chose, qu'on fasse sortir la police. Ce qui est marché. Qu'on instruise la police à marché, supermarché. Dans toutes les boutiques, on ramasse. Et on vous verbalise. Voilà, on vous verbalise. Oui, mais parce que quand si on ne fait pas ça... Le point se pose, quand vous verbalisez, on arrive à saisir quelle est la peine qu'on va vous appliquer. C'est ce que moi je suis en train de dire. Tant qu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas aller vers... En matière de droit pénal, vous le savez, tout à l'heure vous avez dit. Nulle peine sans test de loi. Je fais confiance à nos députés. On peut se réunir pour sortir une loi. Parce que quand vous voulez lutter contre les comportements déviants, il faut légiférer ou arrêter ça. Mais en attendant, on peut donner des... L'interdiction peut donner... On peut interdire la commercialisation du kit d'abord et la consommation. Donc, si on fait des descentes inopinées dans les supermarchés, dans les lieux publics, comme le stade de l'Amitié, mais partout, et qu'on prend quelqu'un, on le récupère d'abord à la police, et il prend l'engagement formel de ne plus consommer ça. On n'a plus que 2 minutes. Quand vous parlez d'engagement, quelle est la suite de cet engagement s'il ne respecte pas? C'est ce que je suis en train de dire. On va parler de cette pédagogique, oui, rapidement. Non, vous savez, ça fait partie du respect des gestes barrières. Parce que quand vous voulez aller à une sortie pédagogique, il serait difficile de respecter les enfants. Il serait difficile de respecter la distanciation physique dans les bus parce que ça va revenir cher. Et les promoteurs sont obligés de demander suffisamment d'argent. Je crois que ce n'est pas indispensable. Parce que préserver sa santé, c'est préserver celle des autres. Donc, je crois que ça avait été interdit. Je ne sais pas par quelle alchimie. Il y a eu relâchement. On a sorti un communiqué pour autoriser à nouveau. Maintenant qu'on a constaté que le taux de contamination va grimpant, on a dit, bon, il faut prendre les mesures. Moi, je suis d'accord. J'ai dit ici, ce n'est pas ça la seule. Vous savez, on a lu
il a été dit qu'il y a des collèges. On a détecté des cas de contamination dans des collèges. Moi, je dis et je répète, cela ne coûte rien à l'État béninois de fermer à nouveau les écoles, de faire désinfecter les écoles. Parce que vous savez, les enfants sont allés en congé. Ouais. Personne ne sait qui va piquer la maladie chez lui. Parents, et le lundi, les enfants vont reprendre. Les écoles n'ont pas le dispositif pour faire le test. Donc, un enfant qui vient et qui a ça peut partager ça à tout le monde. Et quand tu partages dans ta classe, tu vas voir le nombre de familles contaminées. Donc, ça ne coûte rien à l'État béninois de refermer les écoles. Profiter de 7 ans de congé. Oui, on referme les écoles pour 2 semaines. On procède à une désinfection des écoles. Ouais. Parce que quand vous parlez de aller faire le test aux gens, c'est comme si vous leur demandez d'aller chercher la lune avec leurs dents. C'est clair. Oui, quand vous parlez de désinfection des écoles, c'est vrai que cette mesure de désinfection, c'est une mesure, je dirais, superficielle. Vous aussi, vous le savez avec moi. Ils vont faire ça pour le lundi, mais après, c'est-à-dire qu'il y a des pays, on le sait très bien, par exemple en France, ils l'ont toujours fait. Malgré ce fait-là, les choses continuent de monter. Ce qu'il faudrait dire, c'est vrai que cette interdiction-là est venue à point nommé. Mais il faudrait aussi dire que dans le communiqué, on parlait du fait que ces expulsions-là sont des expulsions à prix coûtant, c'est-à-dire pour les parents. Vous voyez, à partir de ce moment-là, il faut freiner cette dépense-là. Non seulement on veut lutter contre la COVID-19, mais aussi il y avait un profit là, de manière qui était onéreuse là, à laquelle il faudrait mettre fin. C'est relatif. Ouais. Parce que je n'ai pas vu la fédération des associations de parents d'élèves monter au créneau. Peut-être les parents se sont plaints. Chaque école organise à sa façon les sorties pédagogiques. Toutes les écoles n'organisent pas les excursions, mais les sorties pédagogiques, souvent c'est en SVT, souvent c'est en histoire de donc. Il y a sortie, il y a excursion. On voit que le sujet semble intéressant. Merci à vous, MS. Alphonse Moussouné, merci également. Merci à vous. Merci également à vous. Bienvenue à Guassagan. Merci d'être passé. On va laisser place au journal télévisé. On se retrouve juste après.